ça c'est la énième fois que le Congo est agressé par notre voisin naturel, le Rwanda. Ma réaction est que le Congo doit prendre ses responsabilités. Le Congo, le géant Congo doit se défendre et buter hors d'état de nuire l'ennemi ou l'adversaire rwandais. C'est ça ce que nous devons faire. Notre population qui est à l'est de la ville du Congo doit vivre paisiblement comme le reste, sur le reste du territoire national. Mais nos désordres aussi profitent à l'agresseur. Quand la situation à l'interne n'est pas stable, l'agresseur profite de l'occasion. De l'autre côté, ce sont nos minerais. On a des minerais naturels que Dieu a donnés aux Congolais. Le petit Rwanda, en étant notre voisin naturel, a besoin d'exister, a besoin de s'affirmer sur la scène internationale. C'est ainsi que le Rwanda, voyant le Congo en train de se défendre, le Rwanda a créé le désordre du côté de l'Est avec son mouvement insurrectionnel, soi-disant M23. C'est le Rwanda qui agit derrière. Tout ça, c'est parce que le Congo est riche et le Rwanda a besoin de nos minerais. Et le Rwanda veut s'affirmer sur la scène internationale. C'est ainsi que le Rwanda nous fait la guerre. Donc, il n'y a pas autre solution. Donc, pour s'y faire, nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons nous affirmer sur la scène internationale. Nous devons nous organiser à l'interne. Ainsi, le Rwanda pourra avoir peur de nous. Mais est-ce que la crise actuelle ne peut pas se comprendre comme une faiblesse aussi en interne? C'est-à-dire le leadership congolais pose problème finalement. Nous avons eu le problème de leadership dans le passé, mais il y a un nouveau régime qui est en place. Le président actuel, M. Félix, est en train de faire beaucoup d'efforts pour que le Congo puisse récupérer sa place d'antan, du temps de Mobutu. Vous connaissez comment le Congo, le géant Zaïre, actuellement le Congo a été respecté. C'est ainsi que le président a tenté de s'atteler pour qu'on puisse nous accepter. Nous avons eu plus ou moins 28 ans d'absence sur la scène internationale. Et les Rwandais nous ont infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Connaissant bien le Congo et connaissant bien les Congolais, c'est pourquoi ils sont en train de jouer avec nous. Donc, ce n'est pas le problème de leadership. Le leadership est en train de naître. Le leadership est là. Le problème est que nous devons travailler tous ensemble pour que ce leadership soit connu et accepté par tout le monde. Vous parlez du leadership de Félix Tshisekedi, mais certains disent que c'est un leadership plein d'erreurs, plein de fautes. Il n'y a jamais une œuvre parfaite à 100%. Dans toute chose, il y a toujours des erreurs, mais on corrige. On apprend ou on corrige de nos erreurs. On se corrige de ça. Moi, je pense que le président a fait beaucoup d'efforts. Donc, le pouvoir est là, le pouvoir est en train de travailler. Le président ne sera pas accepté par tout le monde. Ce qui compte est de montrer sur le terrain que vous êtes en mesure de diriger ce géant pays. Le Congo, ce n'est pas un petit pays, le Congo, c'est un continent, à la forme d'un continent, ou la dimension d'un continent. Donc, pour être à la tête du Congo, avec tous les problèmes que nous avons connus pendant 28 ans, les rébellions, les pays non gouvernés, les pays qui ont un trou profond. Donc, je pense que les gens là, ils ne sont pas... S'ils sont sincères, ils doivent reconnaître qu'il y a quand même un effort qui est fait quelque part, que le leadership est en train de s'affirmer. En appelant Paul Kagame, son frère, Kagame est mon frère, c'est un partenaire fiable. Ne peut-on pas dire que Félix Tshisekedi n'avait pas suffisamment de lucidité pour bien voir l'ennemi, l'adversaire? Le président connaît bien M. Paul Kagame. Il connaît les astuces de M. Paul Kagame. Quand le président vous parle de Kagame, mon frère, ça c'est un langage diplomatique. Des fois, en diplomatie, il faut vous montrer un peu souple. Mais il savait ce qu'il disait. Ce n'est pas qu'il a embrassé Kagame avec les bras ouverts. Kagame, il est ce qu'il est. Le président, il le connaît, il le sait très bien. Mon frère, c'est un langage diplomatique qui avait peut-être l'autre connotation derrière. Mais ça ne suffit pas, mon frère. Oui, mais on signe quand même des accords commerciaux. Les accords, c'était pourquoi? Nous voulons stopper les ardeurs du Rwanda. Nous leur avons dit ceci. Vous êtes notre voisin naturel. Nous avons nos ressources chez nous. Vous en avez besoin. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler sur des projets gagnant-gagnant, 50-50. C'est ainsi que nous avons signé des accords qui permettront aux Rwandais de stopper leurs astuces de venir nous attaquer. C'est ainsi que vous avez vu le Rwandais s'installer au Congo. Vous avez vu les accords qui ont été signés du côté de l'Est pour la coopération ou pour la production de l'or, qui seront travaillés soit au niveau du Rwanda ou au niveau du Congo. Tout ça, c'était pour stopper. Parce que si vous avez des minerais chez vous et votre voisin n'en a pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous faire des problèmes pour venir les soutirer d'une façon ou d'une autre. La meilleure façon, c'est de travailler ensemble
Et 50-50, vous gagnez, gagnant-gagnant, comme on le dit. Donc, ce n'était pas de la mauvaise foi, ou ce n'était pas de la manipulation, ou c'était de la légèreté. Je pense que ça, c'est ce qui s'est fait dans le monde moderne. Nous devons travailler main dans la main, mais que chaque pays se retrouve quelque part. A-t-on réussi le coup? Est-ce qu'on a atteint l'objectif? Nous n'avons pas atteint l'objectif parce que notre partenaire n'a pas joué le jeu, le vrai jeu. C'est pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui. Et je pense que le gouvernement congolais doit revoir sa carte. Ils étaient animés d'une bonne foi, mais le partenaire rwandais est animé d'une mauvaise foi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons revoir. Et la conséquence, vous avez vu, le gouvernement a pris la décision de suspendre le Rwandais sur le territoire national, ce qui est déjà un bon pas. Mais si le gouvernement congolais, la position, le leadership politique congolais arrive jusqu'à suspendre le trafic de Rwandais sur le sol congolais, mais qu'est-ce qui empêche le gouvernement congolais à mettre fin carrément aux relations diplomatiques RDC-Rwanda? Stopper les relations diplomatiques, ce n'est pas une solution. Ça se fait graduellement. Je pense que le gouvernement est en train de réunir tous les moyens. Le moment où les Rubicons seront dépassés, je pense que le gouvernement congolais prendra ses responsabilités. Pour le moment, nous donnons encore la chance à la diplomatie internationale. Encore parce que Bunagana maintenant là est sous occupation des terroristes du M23 et quel autre acte qui poussera le gouvernement à agir? Bunagana, c'est un des aspects de la guerre. Et je pense que le gouvernement est en train de s'activer là-dessus. La dernière décision viendra du gouvernement, c'est son qui sont au pouvoir. Je pense qu'ils prendront la décision nécessaire. Donc, laissez le temps au temps. Les relations seront maintenues ou rompues. Ça, c'est au gouvernement de nous dire au moment opportun. Mais l'armée nous dit déjà que le Congo est envahi, et le Congo est agressé. Le Christophe Lutundula, le ministre des Affaires étrangères, l'a dit. C'est l'un des acteurs importants dans la politique extérieure du pays. Le Premier ministre l'a répété, le porte-parole du gouvernement. Alors finalement, laissons le temps au temps. Combien? Ça, c'était la décision. Ce n'est pas la décision de M. Lutundula, c'est la décision du gouvernement. C'est la position officielle que tous les Congolais soutiennent pour le moment. Nous disons fin à la guerre qui nous est menée par le M23 à travers leur allié, le Rwanda. M. Lutundula a demandé à la communauté internationale de s'impliquer. Le Congo ne va pas se rebiffer pour rentrer à la recette ancienne d'intégrer le M23 dans nos institutions, dans l'armée, dans l'administration civile. Ils doivent stopper la guerre et si ceux qui sont acceptables, ils vont intégrer les DDR, la démobilisation. Mais je pense que nous devons prendre notre mal en patience. Le temps nous donnera conseil. Donc que les gens prennent leur mal en patience. Le gouvernement est au courant de ce qui se passe. Le moment opportun, la décision sera prise. Qui a dit en lingala d'ailleurs, tozali kosenga na mbulamatari ya Congo tofanda mesa moko to solola boyebi bosenga na biso po ete biso nyonso tozali bana ya Congo. On évoque justement le fameux arrangement, accord pratiquement discret entre le Kinshasa et le M23, notamment sur l'amnistie, mais aussi sur l'intégration politique. Le discret n'est pas connu. Donc, nous parlons de ce qui est officiel. Si l'accord a été signé, qu'on nous le présente, l'accord qui a été signé discrètement n'engage pas le gouvernement. Pour le moment, il y a des négociations ou des discussions qui ont été entamées au Kenya, sous l'égide de l'OIA et avec le président kenyan. Je pense que nous devons soutenir cette lancée-là. S'il y a négociation, tout doit se faire au niveau du Kenya avec les mécanismes qui ont été mis en place. Donc aller en dehors, c'est nous remettre encore dans des combines passées où nous demandons les mêmes. On va faire les cercles vicieux. Donc, connaissant bien la situation, ce que nous devons faire, soutenir le mécanisme entamé au Kenya, stopper la guerre d'abord, et ainsi on va parler. On ne va pas discuter avec un adversaire. Donc, les discussions sont lancées avec les groupes qui sont qualifiés. Le M23, je pense, pour ma bonne mémoire, le gouvernement l'avait qualifié des mouvements terroristes. Et on ne négocie pas avec un terroriste. On boute un terroriste hors d'état de nuire. Mais les accords existent. Les accords existent. Vous m'avez posé la question sur les accords discrets. Ce qui est discret, on ne parle pas de ce qui est discret parce que ce n'est pas connu. Mais évidemment, c'est celui de 2019. Nous avons le texte ici avec nous. Alors, il est prévu l'amnistie, il est prévu l'intégration militaire et politique. Le texte est là, accord de paix entre le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple, mais il y a aussi cette correspondance du mécanisme national de suivi de l'accord.
Est-ce qu'en négociant en Nairobi avec ces groupes armés, ne peut-on pas dire que Kinshasa, Félix Tshisekedi, a pratiquement joué avec le feu? Le problème de M23, ce n'est pas un problème actuel. Vous savez que ce problème a des ramifications avec le pays voisin. Connaissant bien le problème, M. Félix Tshisekedi a accepté et a donné sa bénédiction pour que tout se passe au niveau de la Kenya et qu'on discute et qu'on nous amène des propositions. Il n'a pas joué avec le feu, nous étions en pleine discussion. Mais les discussions ont été rompues avec l'agression de M23. C'est là où nous sommes pour le moment. Que la guerre stoppe et les mécanismes de discussion vont rentrer et puis la suite nous sera donnée. Et quelle doit être la position de Kinshasa, la guerre ou le dialogue? On prend quelle option? Personne n'a jamais accepté de faire la guerre. La guerre a beaucoup de conséquences. Mais la guerre, c'est l'ultime ou la dernière des cartouches. Ce que nous nous demandons, c'est quoi? Nous voulons la paix d'abord, les discussions, et après, on stoppe la guerre. On stoppe comment? Nous avons demandé de cesser le fait que l'ennemi quitte le territoire national. Le territoire national est indivisible. Les agresseurs doivent quitter le Congo et après, on peut discuter. Aussi longtemps que le Congo est agressé, on ne peut pas discuter. Parce que l'ennemi vient identifié. Ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda. Donc ça devient un autre problème. On va discuter avec le Rwanda ou avec le M23? Nous discutons avec les Congolais. C'est le dialogue entre Congolais. Et nous, au niveau international, s'il y a à discuter, il y a des mécanismes qui sont appropriés pour discuter entre État et État. Nous avons la CIRGL. Il n'y a pas longtemps, le Congo a intégré la communauté de East Africa. C'est le mécanisme qui est approprié pour discuter. Et au-delà, nous avons l'ONU. C'est là où nous pouvons discuter avec le pays voisin. Dans le monde civilisé, les États négocient. La discussion n'est pas rompue. Le Rwanda, c'est un pays souverain, nous le respectons. S'il y a un problème, il l'amène sur la table de négociation. Félix Tshisekedi a démontré sa bonne foi. Il est présenté comme un fin diplomate, finalement. Est-ce qu'il n'a pas échoué avec sa diplomatie agissante? Mais les gens verront les résultats après. Pour le moment, nous ne pouvons pas parler de l'échec. La diplomatie est en train de faire son travail. C'est question de renforcer là où ça n'a pas été solide. C'est ça ce qu'il faut faire. Une diplomatie agissante qui a ramené la guerre. Ce n'est pas une diplomatie qui a mené la guerre, c'est une diplomatie qui travaille. La guerre, c'était les astuces. Nos amis rwandais, ils avaient leur plan B. Ils nous ont présenté le plan A. Et nous, on n'était pas naïfs. Nous avons cru au plan A et ils nous ont amené le plan B. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler sur tous les fronts. C'est pourquoi nous faisons la diplomatie. Et d'un côté, notre armée est en train de défendre le territoire national. Donc, ce n'est pas une diplomatie qui a échoué, c'est une diplomatie qui est agissante et qui continue à être agissante sur le terrain. Le plan B avec l'Ouganda, nous connaissons la position du fils de Yoweri Museveni, chef de l'armée des terres, et vous avez appris d'ailleurs la position de Christophe Mboso, président de l'Assemblée. Mais finalement, on s'est trompé d'amis, que ce soit le Rwanda ou l'Ouganda, mais partout, comme les Quinois disent, et Betty Poto. Nous avons cru à nos partenaires. Ils n'ont pas été sincères. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons la guerre qui nous est imposée. Nous devons nous défendre, bouter l'ennemi hors d'état de nuire. C'est ça, c'est qui est notre leitmotiv. Mais, M. Charlot, la bonne foi, la sincérité de nos partenaires, est-ce que vous y croyez vous-même en diplomatie, dans les relations internationales? Est-ce qu'on peut parler en termes de sincérité? Ce que moi je peux demander, c'est quoi? Le Congo étant un pays qui vient post-conflit. Nous n'avons pas été respectés il y a plusieurs années. Nous sommes en train de rebondir. C'est ainsi que vous voyez qu'il y a toujours des couacs dans notre façon de faire les choses. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est nous mettre, d'être un peu actifs, mettre le lobbying, mettre le paquet en marche. Ainsi, notre diplomatie va produire les effets. Aussi longtemps que nous ne faisons pas ça, les gens ont toujours l'ancienne image que le Congo est toujours faible. Le Congo n'est pas faible. Le Congo est en train de rebondir. La diplomatie, nous l'avons cru, nous devons continuer, mais nous devons renforcer nos capacités. Le Congo doit renforcer ses capacités à l'interne et à l'externe. Ainsi, nous allons jouer le vrai jeu et on va nous respecter. Aussi longtemps que nous n'avons pas renforcé nos capacités à l'interne et à l'externe, et vous voyez ce que le Rwanda est en train de faire. Le Rwanda, c'est un pays. Pourquoi le Rwanda ose toujours attaquer le Congo? Parce que dans la tête d'un Rwandais, le Congo est toujours faible. Mais nous devons leur montrer le contraire. Que les gens quittent la distraction, se mettent au travail et qu'on montre nos muscles. Et ainsi, dans le concert des nations, c'est l'apport de force.
Ce n'est pas la grandeur d'un pays, mais c'est l'apport de force. Si vous êtes fort, on va vous respecter. Si vous n'êtes pas fort, on ne vous respectera pas. La RDC, au Conseil de sécurité, le pays est agressé, il n'y a pas de doute. Félix Tshisekedi lui-même à Oyo, au Congo-Brazzaville, il l'a dit, nous sommes agressés par le Rwanda. Et puis après, Félix Tshisekedi ne parle pas. Pourquoi? Parle pas. Non, mais il y a quelque chose qui se passe. Je pense que le gouvernement, le président s'exprime à travers le gouvernement. Le gouvernement est à la commande. Il y a des points de presse qui sont présentés presque chaque jour. Au moment opportun, prendra les paroles pour s'adresser à son peuple. Cela n'est pas exclu. Mais nous sommes bien informés par le gouvernement et par l'armée qui est sur le terrain. Et je pense que les gens doivent comprendre que ce n'est pas le président qui est sur le terrain. L'armée donne l'information qui est juste et cela est relayé par le point de presse du ministre de la Communication. Et je pense que ça suffit. Et le moment opportun, le président prendra un discours ou présentera un discours à la nation pour apaiser les esprits. Le président n'est pas distrait, le président travaille. Mais en cette période, est-ce que vous pensez que le monde est avec nous? Il y a Denis Mukwege qui a demandé à la Belgique de faire quelque chose. Il y a les États-Unis qui viennent de réagir, qui ont pratiquement condamné ce qui se passe à l'Est. Et évidemment, il y a la Russie qui a promis. Est-ce que vous pensez que le monde est avec nous et avec le Congo dans ce qui se passe? Il faut que les gens comprennent. On est en train de faire la guerre au Congo à travers la partie Est qui est Goma, Bukavu et consorts. La finalité, c'est quoi? Les dividendes qu'ils ont tirés du côté de l'Est, ils sont amenés où? Sur la scène internationale. Qui sont les acheteurs? Qui sont les preneurs? Ce sont des multinationales. Donc le problème du Congo, ce n'est pas seulement le Rwanda. Que les gens comprennent que c'est un problème d'intérêt. C'est pourquoi vous voyez la décision de la communauté internationale est un peu partagée. Ils ne sont pas clairs. Il y a ceux qui tirent les dividendes, ils ne sont pas clairs pour se prononcer. Pour eux, ils disent que c'est un problème interne. Ce que nous devons faire, c'est faire du lobbying. Faire un lobbying qui acharne, le lobbying offensif. Et cela va faire entendre la voix du Congo sur la scène internationale. C'est ainsi que vous allez voir qu'ils vont parler le même langage. Pour le moment, ils ne le font pas parce qu'il y a des gens qui tirent des intérêts derrière. On fait la guerre et ceux qui sont habitués à tirer les coltanes, ils le font. Ceux qui sont habitués à extraire de l'or, ils extraient de l'or et de l'or est en train de partir à travers le Rwanda pour se retrouver sur la scène internationale aux États-Unis, en Europe, en Asie. Et ces gens-là ne seront pas très contents pour que la guerre finisse. C'est pourquoi vous voyez la situation ou la position ambiguë de la communauté internationale. Aurait de ses amis, de ses collaborateurs venus de la diaspora, comme vous, mais on vous critique ici que vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche. Mais qu'est-ce qui se passe avec tous ceux qui viennent de la diaspora? On dirait qu'il y a une sur la terre. La diaspora, elle est ce qu'elle est. C'est comme au Congo. Il y a la bonne qualité, il y a la mauvaise qualité. Parmi les acteurs ou parmi les collaborateurs du chef, il y a ceux qui font un bon travail. Et il y a aussi ceux qui ne le font pas. Donc, ne généralisons pas la situation. Ceux qui sont venus, qui font le mauvais travail, doivent être dénoncés. Et ceux qui font du bon travail, on doit les encourager. La diaspora n'est pas venue ici pour prendre le travail de ces Congolais qui sont restés au pays. Nous tous, nous sommes Congolais. Ce n'est pas le fait que tu as immigré ton pays que tu deviens un Congolais de deuxième main. Nous tous, nous sommes des Congolais, que vous soyez à l'interne, que vous soyez à l'externe. Mais moi, j'encourage la bonne qualité ou ceux qui sont animés d'une mauvaise volonté, de copier ceux qui ont appris de là où ils étaient, de l'amener au pays, d'amener les bonnes idées au pays. C'est ainsi que le Congo va décoller. Que ceux qui viennent pour faire du tourisme soient dénoncés et boutés hors d'état de nuire. C'est ça la position que nous devons prendre. Un régime pratiquement d'ambianceurs. Comment est-ce que vous réagissez? Je pense qu'il y a toujours des brebis galeuses qui viennent toujours pour saper l'image du président. Donc, vous les journalistes, vous avez le devoir de dénoncer ces gens-là. Le président peut-être il n'est pas au courant, mais je suis sûr que le travail est en train de se faire en amont ou en aval. Et d'ici peu, vous serez servi avec des sanctions. C'est ça ce que je peux vous dire. Vous voyez ce travail? Je vois ce travail. Nous avons eu des discussions avec le président lui-même. Il est au courant. Je pense que le travail est en train de se faire. Et on va nettoyer. Ceux qui ne seront pas à la hauteur seront remerciés. Et ceux qui font un bon travail seront là pour aider le Congo à décoller.
Apparemment, UDPS, vous étiez préparé à bien jouer votre rôle dans l'opposition, mais pas pour gérer le pays, apparemment. Non, non, l'UDPS, dans la trame de l'UDPS, On dirait qu'on vous a surpris. non, non, l'UDPS n'a pas été surpris en tant que parti politique. Le pouvoir pèse. Non, non, le pouvoir, c'est quoi? Nous évoluons dans un système où on a tout le monde. Ce n'est pas l'UDPS qui gère seul. L'UDPS est en train de gérer en coalition. Et quand vous gérez en coalition, vous devez mettre votre lot dans le vin. Si l'UDPS veut appliquer son programme à 100%, je pense qu'il y a même les alliés qui vont nous quitter, qui vont fuir. C'est ainsi que nous travaillons avec tout le monde. Nous essayons d'être humbles. L'UDPS est préparé. L'UDPS est prêt pour développer ce pays. Mais la situation que nous avons héritée il y a plusieurs années ne nous permet pas de décoller vite. C'est ainsi que les gens ne voient pas les résultats. Il nous faut du temps. Le trou a été profond. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Et ainsi, les gens verront les résultats. Que les gens ne se découragent pas. Nous demandons votre confiance. Nous travaillons là où nous avons fait des erreurs, que les gens puissent nous rappeler. Vous n'avez qu'une année, il ne vous reste qu'une année. Nous travaillons là-dessus. Je pense que c'est le peuple qui va décider. Le peuple est conscient de ce qui se passe. Le peuple nous dira si l'UDPS restera au pouvoir ou l'UDPS quittera le pouvoir. Ça, c'est au peuple de décider. Tout le monde parle au nom du peuple et c'est le même peuple qui va décider. Mais vous acceptez quand même que le premier mandat, vous avez échoué. Nous ne pouvons pas parler en termes de l'échec. Le problème, c'est quoi? Le pays a été sécrété, le pays n'existait pas. Le Congo a été un pays inexistant. Nous avons essayé un peu de mettre, de boucher les guêtres, comme on le dit. Et ça a demandé du temps. C'est ainsi que dans 2 ans, on ne peut pas développer un pays qui a été détruit pendant plus de 40 ans. Comment vous demandez à un président ou à un régime de le changer dans 2 ans? C'est ce qui est impossible. Il vous faut combien? C'est tout un processus. Nous allons commencer ce pouvoir pendant 3 ans. Le deuxième mandat, nous allons le faire. Et celui qui viendra pour le troisième mandat viendra achever. Et si le deuxième mandat ne venait pas? Ça, c'est au peuple de décider. C'est le peuple est souverain. Si le peuple pense que l'UDPS n'est pas à la hauteur, c'est à ce peuple de décider. Si le peuple pense que l'UDPS mérite bien sa confiance, il nous renouvelle son mandat. Mais vous allez conseiller quoi au président de la République? Un deuxième mandat ou qui s'arrête là? Je pense que le président a commencé un travail. Nous avons des projets ambitieux. Vous avez un projet de banane. Ça, c'est un projet ambitieux. Nous avons un projet de construire une nouvelle ville. Vous voyez, là, Kinshasa, c'est une ville qui était réservée à 12 millions. Nous sommes aujourd'hui, c'est pas 50 millions. Nous devons construire une nouvelle ville. Et le président doit finir son projet de nous construire une nouvelle ville à côté de Maluku. Le président doit inaugurer le port en eau profonde de Banana. Je pense qu'il a commencé quelque part et il doit inaugurer ce grand chantier avant de partir. Aussi longtemps qu'il n'a pas inauguré ce grand projet, je pense qu'on a besoin du président pour un deuxième mandat. Vous venez de vous connaissez peut-être l'Allemagne. Et quand vous voyez l'Allemagne, vous voyez la RDC, vous pensez qu'on se rapproche déjà, tel que promis par le président, l'Allemagne de l'Afrique? L'Allemagne s'est développée après plusieurs années, des centaines d'années. Ce n'est pas dans une année ou dans 2 ans que le Congo va se transformer en Allemagne. Le président Tshisekedi avait dit avant la fin de mon mandat, je ferai du Congo l'Allemagne. Le président avait émis des intentions de voir le Congo se ressembler à l'Allemagne. Ça, c'était une intention. Ce qui n'est pas exclu, qu'on ne peut pas refuser à tout individu, à toute personne de s'exprimer. L'intention est que l'Allemagne ou le Congo marchent de pair. Mais l'Allemagne, pour se développer, ils ont attendu 400 ans. Mais nous ne sommes qu'à 2 ans. Comment on va se rassembler à un géant qui a fait longtemps pour se développer? Mais c'est lui-même qui l'a dit, non? Il avait émis des intentions. Les intentions, c'est-à-dire quoi? Le président voit l'Allemagne un pays modèle. Et il voit le Congo un pays qui n'était pas dans la lignée. C'est ainsi que le président présente un projet ou une intention. Je verrai que le Congo, dans une année, ressemble à l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dessus? Nous devons copier ce qui est bien. C'est le président des intentions, le président des promesses. Ce n'est pas les intentions. Il faut commencer d'abord à rêver quelque part avant d'arriver à la réalité. Si le président n'a pas fait une intention, comment on va commencer? Il a dit quelque part, nous avons des projets qui sont sur les tables, qui sont déjà en chantier. Mais les ennemis du peuple congolais, ils nous ont imposé la guerre. Pourquoi? Pour que tout ça, ça stoppe. Pour qu'on ne voie pas l'Allemagne être au Congo. Pour qu'on ne voie pas les Émirats arabes venir investir au Congo. C'est ça les ennemis du peuple. Il faut que les gens ne soient pas naïfs, que les gens comprennent que nous sommes combattus
parce que les gens ne veulent pas voir le Grand Congo se développer. C'est ainsi que nous avons la guerre à gauche, à droite, et nous partons sur tous les fronts. Les fronts de se développer, les fronts de stopper la guerre, et à la fin, nous risquons de ne pas nous retrouver. C'est ainsi que nous demandons le soutien de notre peuple. Nous demandons un sursaut national à tout le monde, que ce soit les opposants, que ce soit ceux de la société civile, de comprendre les dangers que nos minerais nous créent de problèmes. Et si vous êtes distrait, nous allons rester toujours à nous diviser, à parler tous les jours, et les autres se développent. C'est ainsi que je pense que le président n'a pas été, ne s'est pas trompé. L'intention est toujours là. Maintenant, nous voulons les actes. Les actes, c'est quoi? Il y a des projets qui doivent être concrétisés. Donnez-nous le temps au temps, et nous allons vous présenter. Il n'est pas encore au niveau des actes, hein? Toujours des intentions. Ce n'est pas les intentions, les actes sont là. Mais quel est l'acte posé déjà par Tshisekedi, un rêve réalisé déjà, concrétisé? Vous avez aujourd'hui, vos enfants partent à l'école, ils ne payent pas les minervales. Ça, c'est déjà un signal fort. Le président est en train de travailler sur un projet de 145 territoires. Si ce projet se met debout, vous allez voir qu'il y aura un développement, un début de développement. C'est ça ce que je peux épingler comme résultat. On avait déjà la paix ici au Congo. C'était déjà avant, les gens de Kivu ne pouvaient pas rester chez eux. Mais les ennemis de notre population, ils sont venus encore nous imposer. C'est pourquoi nous devons faire confiance au président. Les actes, vous les verrez, et le Congo va triompher. Le Congo géant ou le Grand Congo va rentrer encore sur la scène internationale. Je voudrais poser deux questions pour conclure cet entretien. Il y a la Grande-Bretagne qui a signé un accord avec le Rwanda en ce qui concerne les migrants irréguliers. D'ailleurs, le premier vol devait intervenir mardi, mais il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui a suspendu ces processus. Comment est-ce que vous entrevoyez cette démarche du Rwanda et de la Grande-Bretagne? Avec le Royaume-Uni. C'est parce que le Rwanda a présenté comme un pays safe. Un pays safe, c'est-à-dire quoi? Un pays où il fait beau vivre. Le Rwanda se présente à la scène internationale comme un pays où on peut investir, où on peut abriter. C'est ainsi que les Anglais les ont cru. Ils ont dit, OK, un pays, ils ont regardé partout dans toute l'Afrique, quel est le pays qui peut abriter, ou là où je peux envoyer les immigrés? Ils ont trouvé le Rwanda. Parce que le Rwanda utilise les mensonges. Ils ont un grand lobbying. Mais nous, de notre côté, nous sommes en train de dormir, nous sommes en train de nous diviser, en train de danser. Et c'est ainsi qu'on ne va pas nous prendre en charge, on ne va pas nous prendre en considération. Et le Rwanda, quand il va recevoir ces immigrés, les immigrés ne viennent pas main vide. Le gouvernement britannique va dépenser 200 millions de dollars pour que le Rwanda puisse construire les routes, pour que le Rwanda puisse construire les infrastructures. Et ces infrastructures vont bénéficier aux Rwandais. Et le Rwanda va avoir son budget qui va augmenter. Ils ont reçu les immigrés sur leur sol et ils sont financés par la Grande-Bretagne. Qui va profiter? C'est le Rwanda qui profite. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que le Rwanda a une diplomatie agissante, a un lobbying très fort. Nous, de l'autre côté de la rive, nous ne devons pas rester spectateurs. Nous devons faire aussi la même chose. Nous devons dès maintenant commencer à lancer nos vaillants Congolais qui sont capables de faire la diplomatie, de faire la lobbying. Et d'un côté aussi, nous pouvons engager des cabinets de lobbying qui sont à l'extérieur, où nous pouvons parler des pays amis pour parler à notre nom. Nous avons tous les moyens. Et ainsi, un jour, vous allez voir que l'Angleterre pourra aussi envoyer des immigrés sur les sols congolais si le Congo devient un pays safe. Mais pour le moment, nous ne le sommes pas. Mais ce qui est étatique est réservé au gouvernement. C'est le gouvernement qui doit engager. Nous n'allons pas engager l'État congolais. L'État congolais est engagé par ses structures et c'est à l'État congolais de mettre les moyens et mettre les batteries en marche, que cette diplomatie, ce lobbying puisse se mettre déjà en marche. Et un autre problème que je voulais soulever, c'est le Congo, c'est un pays francophone. Maintenant, nous sommes dans un monde anglophone. Pour pénétrer cette sphère du monde anglophone, il faut utiliser les gens qui parlent l'anglais. C'est ainsi que je demande au gouvernement de la République de chercher les Congolais qui parlent l'anglais, leur donner du travail pour qu'ils aillent faire ces lobbying. Si ce n'est pas possible, allez chercher les cabinets. Vous parlez anglais? Moi, je parle l'anglais parce que je suis... Vous êtes déjà un candidat, donc on peut recourir... Nous sommes là pour travailler, pour faire ce travail. Mais nous n'allons pas faire ce travail d'une façon un peu désordonnée. Il faut que ça soit canalisé. Et les orientations viendront du gouvernement. Et ça va nous permettre d'être sur la scène anglophone.
Parce que la scène anglophone, c'est ça, c'est l'avantage du Rwanda. Le Rwanda est dans un bloc anglophone et ça leur permet de passer leur message directement, même passer leur fausseté. Pour le Rwanda, le Congo, c'est un pays désordonné, ils ont leurs problèmes internes et ils passent le message en anglais et le message passe. Les Congolais, quand ils viennent avec le message en français, et des fois, on ne sait pas, le message ne passe pas et on nous prend toujours comme un pays géant qui n'est pas organisé. C'est là le problème. Apparemment, avec ces pouvoirs de l'UDPS, vous ne vous retrouvez pas, hein, vous cadres de l'UDPS, on ne vous utilise pas. C'est retrouver, c'est quoi? Les gens attendaient que quand il y a le pouvoir, qu'on nomme les gens des ministres. Non, ce n'est pas ça. C'est quand même votre pouvoir. C'est notre pouvoir. Vous avez combattu. Ce qui compte, que le peuple se retrouve. Nous, nous sommes que des vaillants prêtres qui font de l'apostolat. Je pense que les gens qui pensent qu'ils ne se retrouvent pas, ils sont dans un mauvais chemin. Celui qui doit se retrouver, c'est le peuple. C'est le petit peuple qui doit trouver à manger, c'est le petit peuple qui doit trouver le salaire, c'est le petit peuple qui doit trouver la route. C'est ça, c'est les gens qui doivent se retrouver. Ce n'est pas les cadres. Un cadre, il est au service de son peuple. Et les gens, je vois beaucoup de gens parler, on ne se retrouve pas. Vous attendez quoi? Vous attendez que quand le pouvoir est là, qu'on vienne distribuer les dollars dans les maisons? Non. Nous devons travailler pour que ce peuple se retrouve. Et quand le peuple va se retrouver, nous allons récupérer la gloire. C'est ce que nous devons faire. Un message au président de la République, commandant suprême de forces armées, mais aussi au FARDC. Et je pensais, si vous pouvez envoyer un message aussi au président rwandais, Paul Kagame, mais cette fois-là en anglais. Bon, ça on verra à la fin. Mais commencez d'abord par notre président et puis les forces armées. Quel message en ce moment? Commençant par nos forces armées, moi je dirais, vous êtes les vaillants congolais. Combattez jusqu'au sacrifice suprême. Que l'État congolais vous donne des moyens, ne laissez pas aucun carré du territoire partir. Le peuple vous sera reconnaissant. Ce que je peux demander aux dirigeants de la République, le président en tête, est de soutenir cette armée qui est sur le terrain, leur donner le moyen. Nous devons multiplier nos ressources humaines. Il faut multiplier les troupes. Il faut amener toute l'élite, toutes les troupes combattantes qui sont éparpillées à travers toutes les provinces, de les larguer à l'est du Congo. Ainsi, la guerre sera sauvée ou la guerre sera gagnée. Ce que je peux dire au président rwandais est que le Congo c'est le pays, c'est ce que Dieu a donné aux Congolais. Le Rwanda restera toujours notre voisin naturel. Nous devons vivre en paix. Si le Rwanda veut prendre les ressources du Congo par la force, ça ne se fait pas dans un monde moderne. Nous devons passer par les accords bilatéraux. Et comme le Rwanda ne parle pas et comprenne bien la langue anglaise, je voulais leur passer un message. Le message en anglais, c'est que Mr. President of Rwanda, the Congo is your natural neighbors. What you can do is what you need to talk bilateral negotiation. Stop to kill people in Congo. Congo, they've got enough. They have enough killing since 20th century. What we are looking is to make peace and to cooperate as a friend. You are one of the leaders of Africa. Try to stop your bad behavior and try to choose the negotiation process. And this way, both countries, they are going to benefit, and then we can develop our own country, and Rwanda will be developed, and Congo as well. And I think with this process, God will bless everybody. Thank you to receive this message. And one day, Congolese people are going to visit Rwanda, and Rwandese people, they will come to Congo as a brother, as a sister, and we are going to live for many years without problem. Thank you for a small message sent to President of Rwanda, and this is my contribution to this problem or this process of peace process now between Rwanda and Congo. God bless everybody. Voilà, Charles Bamana, je rappelle que vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS.
parti au pouvoir, parti de Félix Tshisekedi, actuellement président de la République. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté cet entretien. Et je crois qu'on aura besoin de vous pour une autre émission, cette fois-là en Lingala, où on va encore parler actualité du pays. Merci également à vous pour votre fidélité. On se fixe rendez-vous pour un prochain numéro. Merci, au revoir.